aimé ou détesté, je crois même plus détesté qu'aimé, mais c'est un monsieur, c'est un prêtre extrêmement compétent. D'ailleurs, je crois que c'est de la tautologie parce que quand on dit prêtre, on veut dire compétence. Généralement, ils ont une très bonne formation. Oui, oui, absolument. En plus de cette formation, il avait son carnet d'adresse, son CV exceptionnel, vous l'avez dit. Et les opposants lui ont reproché... Je lui souhaite vraiment un prompt rétablissement parce que c'est un homme extrêmement compétent. C'est un homme, un patriote au service de la nation. Évidemment, cela va de soi qu'on lui souhaite qu'il revienne très vite. Alors, les opposants lui ont reproché pendant longtemps de fricoter avec la majorité pour qui il prenait fait et cause, selon eux. C'était un jugement inéquitable, même inique, injuste. Ce n'est pas bien de juger les hommes sur base de clichés. Chacun a un parcours, il a peut-être rendu certainement des services à la nation à travers la présidence de la République, à travers le gouvernement, etc. Mais l'abbé Malou Malou a surtout été président de la CEI à l'époque et ensuite de la CENI. C'est quelqu'un dont on ne peut pas douter de la neutralité en termes de gestion. Maintenant, sonder les cœurs, je pense pas que nous en ayons vraiment le droit. Il a fait son travail, qu'on apprécie chacun à sa façon, mais je ne pense pas qu'il soit d'un autre monde que de celui de la société civile. On se rappelle ces images très fortes où il avait proclamé les résultats de l'élection présidentielle de 2006 alors qu'il y avait le feu nourri en plein centre-ville de Kinshasa. Une autre institution où on attend des changements, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, il faut remplacer le premier vice-président Charles Mando Simba ayant démissionné et Zadri, le rapporteur qui était du MSR, les frondeurs donc, qui ont quitté le bureau. Du coup, il y a une pétition en cours pour demander que tout le bureau tombe. Pour vous, ça sent quoi? Ça veut dire quoi? J'aimerais d'abord souligner, Mamina Massengo, que ces questions institutionnelles, politiques, dont nous parlons, qui font l'actualité, parfois les citoyens se disent mais c'est loin de nos préoccupations par rapport à nos besoins humains fondamentaux. Mais moi j'aimerais par rapport à l'économie, au social, mais j'aimerais leur rappeler que si nous en parlons, c'est parce que les questions que nous évoquons conditionnent le développement du pays, sont à la base de la stabilité nécessaire pour le redressement économique et le progrès social. Donc ce n'est pas du tout pour parler seulement des questions institutionnelles que nous le faisons, mais c'est parce que la vie de la nation est en question. Un citoyen a besoin de savoir qui est le président de son parlement, qui est le président un bon citoyen, le chef de député. Un bon citoyen, oui. Mais à l'école, on enseigne aux enfants le nom du président de l'Assemblée nationale, pas seulement du président de la République, parce que ça c'est évident. Le nom du Premier ministre, ça fait partie du civisme. Donc il faut s'intéresser à la vie de son pays. Pourquoi connaître le nom du Premier ministre? Ça veut dire quoi? Qu'on demande que tout le bureau tombe? Oui, non. Ça, moi je crois qu'il y a des manœuvres politiques lorsqu'il y a des opportunités, des occasions qui se présentent. Il y a 2 démissions. Il est normal dans la vie démocratique, dans la vie parlementaire, que de l'inspiration, bonne ou mauvaise, traverse l'esprit des députés, des familles politiques, mais je crois qu'il est dans l'intérêt de l'Assemblée nationale de vite retrouver sa sérénité et sa stabilité institutionnelle. Le président Minakou est en place. Il est bon qu'il demeure à sa fonction parce qu'il y a un besoin de stabilité de l'Assemblée en ce moment et que les personnes à remplacer au bureau le soient dans l'ordre et la discipline. Je ne pense pas que ce soit le moment de chambouler les choses alors qu'il y a des enjeux importants qui attendent l'Assemblée nationale, notamment le vote du budget 2016. Donc je crois que, et sans parler des autres questions politiques. Et donc j'encourage vraiment les députés à faire preuve du sens des responsabilités qui est le leur en procédant très rapidement au remplacement des 2 membres du bureau qui sont partis, sans chercher
midi à 14h sans chercher misère au bureau. Mais la mise à mort d'Aubin Minakou. Bon, Aubin Minakou, c'est normal qu'il soit attaqué, combattu par les uns ou les autres, mais je pense aussi que c'est normal qu'il soit soutenu par sa famille politique, qui est une famille ordonnée, structurée, organisée, dont il est le secrétaire général, et une famille politique qui l'a porté à la présidence de l'Assemblée nationale, tâche à laquelle il se consacre nuit et jour, et de laquelle il s'acquitte très honorablement. Et y a-t-il des tireurs de ficelles Certainement, je crois qu'il y a des ambitieux, du repositionnement, il y a aussi des gens qui veulent régler des comptes, ça ne manque pas. Mais je crois qu'il faut dépasser les intérêts égoïstes. C'est vrai, on aimerait bien, dans la dernière partie du mandat, faire partie du bureau de l'Assemblée, c'est une question de cursus, etc. Mais je crois que l'intérêt général prime sur les intérêts égoïstes, et l'intérêt général recommande que l'on soutienne Aubin Minakou, parce que c'est un bon président de l'Assemblée nationale, que l'on soutienne le bureau dans son ensemble, qu'on remplace ceux qui sont partis. En tout cas, c'est le point de vue de la majorité présidentielle dont je suis un des porte-voix. La pétition a été initiée, semble-t-il, par un député originaire du Maniema. Et avant que je monte sur ce plateau, une source me disait qu'il était à plus de 250 signatures. Madame, il y a péril, on la demeure. Non, de toute façon, les députés, la plénière est souveraine. C'est la plénière qui décide. Si la plénière veut destituer son bureau, elle en a parfaitement le droit. Je dis simplement que c'est inopportun, à mon sens. Moi, je soutiens ceux à qui le chef de l'État fait confiance en les plaçant à la tête des institutions. Je soutiens Aubin Minakou, je soutiens Matata Ponyo, je soutiens même le président Kengo, qui est président du Sénat, parce que le Parlement doit fonctionner de manière harmonieuse. Il faut faire confiance, je parle là en tant que militant du PPRD, comme vous l'avez dit, mais en tant que citoyen aussi. Il faut faire confiance à nos autorités. Je ne pense pas que ce soit le moment de chercher à tout chambouler, alors que nous avons des défis, notamment le processus électoral, à relever. Dans le même ordre, le Sénat a un nouveau rapporteur depuis une semaine. Il est issu de la majorité. Oui, je salue son élection, ce brillant sénateur, qui est Flore Boussengou, que je connais très bien, que j'ai eu l'occasion de féliciter encore dernièrement. Il était le plus jeune sur la liste. Je pense que c'est un signe. Il a été soutenu par toutes les générations de sénateurs, les jeunes, les moins jeunes. Il a fait, en tout cas, le consensus autour de lui. C'est un sénateur très appliqué, c'est un homme de qualité, et je crois que c'est bon. Le pays a besoin de gens comme lui. Donc c'est un remplaçant valable d'un autre grand, qui est Modeste Mutinga, qui a été un excellent rapporteur pendant autant d'années, et qui, malheureusement, a fait un choix politique que je respecte et que je n'ai pas besoin de pourfendre, mais que je ne partage évidemment pas, que je critique à bon droit. Parlons du G7, justement. Il y a curieusement des ministres G7 au gouvernement. Des ministres G7 au gouvernement central? Non, à qui faites-vous allusion? Vous le savez. Non, il n'y a pas de ministre. Non, il y a des ministres issus. Oui, ça, ils ne sont pas G7. Ils sont issus des partis dont les présidents ont orienté le voilier dans le sens du G7 sans concertation, sans consensus au niveau de leur parti politique. C'est le cas pour l'ARC, c'est le cas pour, vous l'avez vu, pour l'UNADEF, pour l'UNAFEC, etc. Je crois qu'il n'y a que le MSR qui fait exception dans son homogénéité. Mais les autres, vous voyez Élisée Monemboué à l'Assemblée, au bureau, qui s'est désolidarisé, le deuxième vice-président du Sénat, M. Losembe, qui ne peut pas être tiré comme ça, comme un petit enfant, dans un sens ou dans l'autre. Quand on prend des options dans un parti politique, il faut le faire
conformément au statut du parti. Vous n'êtes pas capable de respecter les statuts de vos partis et vous voulez donner des leçons de démocratie, de bonne gouvernance à Joseph Kabila et à sa famille politique. Donc je crois qu'il faut commencer par regarder la paille qu'il y a dans son œil. Hein. Le G7, c'est officiel, va présenter un candidat unique à l'élection présidentielle de 2016. Oui. C'est un point fort. Bon, je crois que c'était programmé, c'est programmé. C'est leur droit. Moi, je sais que ils ont choisi de partir, ils ont choisi de se désolidariser, ils ont choisi l'ingratitude vis-à-vis de Joseph Kabila, parce qu'il n'y a pas de raison valable de leur départ de la majorité présidentielle. Sinon, des motifs liés à du repositionnement simplement. Ils font leurs calculs et donc je n'ai aucune peine à contredire chacun des arguments de fond qu'ils donnent, notamment les fameuses prétentions liées à une intention de réviser ou de changer de constitution, alors que rien n'a jamais laissé penser cela, même si le débat est permis, même si ça n'est pas impossible, mais à ce stade, rien n'a pu leur permettre de dire ça. Ce sont des prétextes qu'ils ont trouvés pour justifier la poursuite des intérêts liés à leurs ambitions personnelles. Ils ont posé un problème réel. Ils font partie des anti-troisième mandat. C'est vrai que ce n'était pas une position officielle de la majorité présidentielle. Est-il qu'il y avait parmi vous des gens qui ne s'empêchaient pas de dire tout haut qu'ils avaient envie d'un troisième mandat? Oui, j'en fais partie. Ben, pas de troisième mandat. Moi, je pense que l'intérêt supérieur de la nation aujourd'hui, avec la situation et la circonstance particulière du risque de démembrement de notre pays, exige un sursaut patriotique qui va dans le sens de demander au président Kabila de rester à la tête de ce pays pendant quelques années encore. Ce n'est qu'une opinion. Si la majorité des Congolais est contre cette opinion, nous nous inclinons. Et au niveau de la famille politique, je m'incline en tout cas, au niveau de la famille politique, il n'y a pas d'option dans ce sens à ce stade. Encore que je combats le terrorisme intellectuel de l'opposition qui veut nous imposer la pensée unique et nous faire croire qu'on ne peut pas parler référendum, qu'on ne peut pas parler passage à la 4e République, qu'on ne peut pas avoir de débat politique sur l'avenir institutionnel du pays. Et ça, c'est inacceptable. On peut être minoritaire dans son opinion, mais avoir quand même le droit de s'exprimer jusqu'au bout. Vous faites allusion à la majorité de la population congolaise. 87% des Congolais sont pauvres, selon les définitions du Fonds monétaire international. Ça veut dire qu'ils vivent avec moins d'$1 par jour. Oui, si vous considérez que le revenu par habitant est inférieur à $300, c'est ce qui explique donc ce qui fait que nous ayons une majorité de la très large majorité de la population qui vit avec moins d'$1 par jour. C'est la réalité. Et c'est le rappel aussi du défi du redressement économique et du progrès social dans notre pays. Nous sommes trop distraits par des questions de pouvoir, des questions politiques, des questions d'élections. Hein. Le peuple, plus que les élections, a besoin de progrès social basé sur le redressement économique du pays. Joseph Kabila a réussi à redonner au pays un cadre général sain pour son redressement économique. Il faut poursuivre les efforts en termes divers, en termes généraux. Il faut poursuivre les efforts pour arriver à rehausser le niveau de vie des populations congolaises. C'est ça le sens de la politique. C'est pour cela que nous faisons de la politique et que nous voulons continuer à faire de la politique. Le mieux-être des Congolais, c'était les promesses électorales de 2006 d'abord, de 2011 ensuite. Oui, parce que des promesses, il faut en faire. Ça fait partie de l'engagement. Et ensuite, il faut évaluer. Je crois qu'en 2016, nous aurons l'occasion de faire un bilan de ce mandat du président Kabila et de sa majorité au pouvoir, mais au vu des éléments probants dont nous disposons et que les Congolais connaissent, je pense que si le bulletin ne sera pas mentionné de
de grande distinction ou de plus de 70%, je pense qu'à plus de 55%, nous pourrons constater cette cote donc satisfaisante pour le bilan du gouvernement qui a fait énormément. Nous sommes un sous-continent, il y a énormément à faire encore, mais les efforts de développement dans notre pays sont payants, les résultats se voient, il faut poursuivre sur cette voie et non pas reculer. Pour cela, il faut éviter que le pays ne tombe dans des troubles, que le pays ne sombre dans la guerre, que le pays ne sombre dans des crises politiques. C'est pour cela que nous devons maintenir la nécessité du dialogue en permanence. Il n'y aura pas de recul démocratique dans notre pays. Il ne faut pas qu'il y en ait. Nous devons poursuivre les avancées démocratiques. Pour cela, rappeler à chacun que nous sommes des adversaires, mais pas des ennemis. Il faut que nous cultivions la culture de la démocratie jusqu'au bout. Il ne faut plus que, comme à l'époque, il y ait de nouvelles rébellions, qu'il y ait de nouvelles crises politiques majeures, qu'il y ait une vie politique intense, très vive, avec des pics d'intensité, d'accord, mais plus de recul majeur de notre démocratie. Et je puis vous assurer ici que le président Joseph Kabila est le premier à avoir ce souci de la paix, de la stabilité de notre pays, et que toutes ces intentions qu'on lui prête sont vraiment loin de sa pensée. Dans les jours, les mois, les années à venir, comme toujours, vous aurez l'occasion de le remarquer. Mais la souveraineté appartient au peuple, c'est au peuple congolais. Même s'il fallait aller à un référendum, il n'y a que les ennemis de la démocratie pour s'y opposer, même si le peuple devait s'exprimer dans un sens qui ne convient pas aux uns ou aux autres, il faudra respecter ce choix en toutes circonstances, que ce soit par le biais des élections ou du référendum. Il faut respecter la volonté du peuple congolais. Nous sommes des responsables politiques, nous sommes des leaders d'opinion, des leaders politiques. Nous essayons de montrer la voie à suivre selon notre sensibilité, nos convictions. Il nous appartient de laisser le choix aux citoyens. On va revenir au référendum ou à la Constitution un peu plus tard. On reste sur les anciens alliés, le G7, on en a parlé. Moïse Katumbi à présent. Que perdent Joseph Kabila et le PPRD avec son départ? Moi, je ne méprise pas les hommes. Je ne suis plus au MLC à cause du mépris des hommes. Moi, je n'ai jamais méprisé personne. Donc, Moïse Katumbi était un haut cadre du parti, il était gouverneur de province, il a été brillamment élu comme député national et provincial. Donc, c'est dommage. C'est dommage qu'il choisisse cette voie. C'est toujours une perte pour le parti. Il n'y a pas de mépris à avoir, mais ce n'est pas une perte irrécupérable. Il y a autant d'énergie pour vite le remplacer, pour vite et même faire mieux. Ça sert aussi le parti dans le sens de constater que l'ingratitude est aussi une circonstance qui peut donner du tonus au parti pour qu'il aille de l'avant en voyant ses membres se resserrer les rangs, se serrer les coudes, etc. Donc c'est très important. Donc Moïse Katumbi est remplacé par qui? Oh, mais comment? Il était président interfédéral, il y aura un nouveau, il y a beaucoup de cadres du parti au Katanga, il était président interfédéral, il était gouverneur de province. Bon, les provinces, dans leur ancienne formule, n'existent plus. Des commissaires spéciaux vont être nommés conformément à la Constitution et à la loi, et les élections auront lieu par la suite. Mais je regrette, moi personnellement, je regrette que Moïse Katumbi se soit détourné de celui qu'il considérait pourtant comme son bienfaiteur numéro 1 après Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit, il n'a eu de cesse de répéter que Joseph Kabila était celui grâce à qui il devait tout. Bon, maintenant, les hommes ont leur raison. Moi, je ne juge pas au-delà de ce que je note, et je le fais sans animosité personnelle, mais dans la plus grande clarté. Donc les raisons évoquées par Moïse Katumbi, parce qu'il fait l'actualité, dans sa lettre, sont totalement inexactes. Je les conteste, elles sont non fondées. À
tout point de vue, je crois que c'est pour des raisons inavouées, des raisons personnelles qu'il a... je crois que c'est des raisons liées à ses ambitions personnelles, liées peut-être à son jugement sur la façon dont il a pu être traité, je ne sais trop. Il est candidat président de la République. En 2016. C'est ce que vous voulez dire? Ça, à en croire en tout cas l'honorable Francis Kalumbo, oui, que j'ai suivi dernièrement. Il a dit qu'il était l'un des proches de Moïse et qu'il s'attendait à ce que Moïse Katumbi soit candidat à la prochaine élection présidentielle et qu'il le soutiendrait dans ce sens-là parce qu'il a, selon lui, le devoir de le faire. Donc je crois que c'est un secret de polichinelle, c'est pour l'ambition de l'élection présidentielle, pour être sûr qu'il sera candidat, d'après lui, qu'il a préféré se défaire de la tutelle du chef de l'État et de sa famille politique. Alors, ce serait peut-être ce schéma dont parle beaucoup, le schéma à la Poutine, que Joseph Kabila ferait le Poutine avec Moïse Katumbi ou quelqu'un d'autre en 2016, vous ne trouvez pas? Mais ce ne serait pas une mauvaise chose si c'était le cas. Ce ne serait pas anticonstitutionnel. Moi, je n'aurais pas vu d'inconvénient, mais je crains que ça ne soit pas tout à fait conforme à la réalité. Mais je ne vous suis pas là. Non, vous parlez de schéma Poutine-Medvedev. Je ne pense pas qu'il y ait une mise en scène, une scène de comédie en quelque sorte. Je pense que ce serait irrespectueux pour le peuple congolais. Je pense qu'il y a véritablement une rupture. Comment ça irrespectueux? Ça veut dire que Kabila a quitté le pouvoir en 2016, quelqu'un d'autre viendrait, un adversaire ou quelqu'un de la majorité qui prendrait le pouvoir en 2016, quitte à lui de revenir 4 ans plus tard. Mais dans ce schéma, Moïse Katumbi serait resté dans la famille politique du chef de l'État. Maintenant, je ne vois pas comment le jeu d'alliance, ça existe, hein, les alliances, ça se fait, oui, ça se défait. Mais je ne vois pas comment, en se désolidarisant de la famille politique du chef de l'État, il pourrait y avoir une entente à la Poutine-Medvedev. Je ne comprends pas très bien. Poutine et Medvedev sont de la même famille politique et ont assuré une alternance en interne. C'est pas ce qui est visiblement annoncé là par rapport à l'hypothèse que vous avancez. Moïse Katumbi n'a jamais dit qu'il veut plus entendre parler de Kabila. Est-ce qu'il a dit ça? Non. Non, attendez. Moi, j'aime qu'on arrête un peu j'aime qu'on soit franc, qu'on arrête un peu d'insinuer des choses. Sa lettre de démission met en cause directement, sur le plan de la compréhension des choses, le président de la République, lorsqu'il dit qu'il y a des intentions inavouées de violer la Constitution. Mais qui a le pouvoir de fait, pas le droit, mais le pouvoir de violer la Constitution, si ce n'est pas le président de la République? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il met en cause directement l'action du président de la République. Il parle de violation des droits de l'homme, etc. Vous savez très bien que tout retombe toujours sur le chef de l'État. Il n'y a pas de... Quand on dit non, il n'a pas vraiment visé le président, non, il faut lire la lettre. C'est bien entendu le président, son gouvernement, sa majorité qui sont visés. Les commissaires spéciaux, leur nomination est-elle constitutionnelle? Absolument. Elle est constitutionnelle parce que la Cour constitutionnelle a demandé au gouvernement de prendre les dispositions utiles et nécessaires. Je vous rappelle par ailleurs que c'est cette même Constitution qui stipule que le président de la République a la charge de veiller à la continuité de l'État. À la continuité de l'État. Et dans les provinces, l'État, ce sont les institutions provinciales. Lorsqu'il y a un problème par rapport à l'élection des nouvelles institutions, il faut que le gouvernement prenne des dispositions. C'est ce qui a été fait. Le chef de l'État va nommer des commissaires spéciaux. C'est conforme à la Constitution, c'est conforme à la décision de la Cour constitutionnelle qui est seule habilitée à trancher ce genre de questions.
Le débat sur le troisième mandat un peu partout en Afrique fait rage. Au Rwanda, Paul Kagame a réussi à obtenir le quitus de son parlement pour se maintenir au pouvoir. En face de nous, Denis Sassou Nguesso va aller à un référendum le 25 octobre. Au Rwanda, il n'y a quasiment pas eu de contestation en dehors du Parti démocrate vert qui a introduit une requête rejetée aussitôt par la Cour constitutionnelle. Mais au Congo-Brazzaville, il y a eu des manifestations donc anti-troisième mandat, mais tout de même très timide et presque aucune critique de la communauté internationale. Quand vous parcourez la presse internationale en ligne, personne n'y fait quasiment allusion, alors que chez nous, c'est quasiment toute la presse qui nous tombe dessus quand ça fait l'actualité. Est-ce que ce n'est pas parce que nous vendons mal notre image au niveau international, on n'a pas assez de lobby, on n'a pas assez de prétextes pour avoir les puissances occidentales avec nous sur ce coup-là? Certainement, Mamina Massengo, parce que il faut dire que tout n'est pas parfait non plus dans les pratiques du pouvoir. Je pense qu'il y a des imperfections au niveau de nos institutions et qu'il faut mieux aider le chef de l'État, mieux aider notre pouvoir, parce que les conséquences d'une diplomatie, c'est vrai, par ailleurs agissante, mais qui n'est pas appuyée par le maximum de lobby, ce n'est pas une bonne chose. Mais ça ne justifie pas, ça n'explique pas tout. Il y a aussi ces intérêts impérialistes. Il y a des intérêts impérialistes occidentaux qui notamment essayent d'influer sur le jeu politique congolais avec le G7, etc. Vous savez parfaitement que le G7 a derrière lui des intérêts occidentaux impérialistes. Je n'ai pas dit ici les États occidentaux d'une manière générale, je ne parle pas sur le plan officiel, mais il y a des puissances d'argent, il y a des intérêts impérialistes qui soutiennent, qui incitent à des comportements du type G7. Ils sont au service d'intérêts occidentaux. Une guerre économique, bref, une guerre économique. D'intérêts occidentaux impérialistes. Ils veulent du pétrole, ils veulent du diamant. Voilà, et ils doivent donner des garanties de ce genre, des garanties de maintien de la mainmise de ces intérêts sur la République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila donne une image d'une autre école, celle du nationalisme, celle du sursaut patriotique, celle de l'appropriation par les Congolais de leurs richesses, et ça gêne. Le partenariat avec la Chine, vous le savez, fait très mal, alors que les Occidentaux sont eux-mêmes les premiers partenaires commerciaux de la Chine. Donc on ne veut pas. La Chine est la plus grande créancière des États-Unis. Absolument. Et donc je crois que ce qu'il nous faut, c'est faire preuve de plus de patriotisme pour comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas ne pas soutenir le président de la République. C'est dommage qu'on n'ait pas parlé des 8 milliards de dollars de notre budget, à peine 8% de plus que l'année dernière. 2 Airbus A320 pour Congo Airways. Les 2 vols inauguraux se sont déroulés avec beaucoup de succès. Congo Airways qui arrive avec une baisse sensible des prix sur le marché, même si le billet Kinshasa-Lubumbashi coûte toujours autant que Kinshasa-Djobourg, mais on espère que dans les prochains jours, il y aura d'autres réajustements. Quand Congo Airways a démarré ses activités, l'opinion a tout de suite pensé à l'ITB Kokolo immobilisé pour des raisons techniques et d'étiage, dit-on. Ah ben oui, Mamina Massengo, j'aimerais que la SCTP fixe l'opinion sur cette question. Il y a des rumeurs sur l'ITB Kokolo dont on a tous été heureux de la relance. Et bien maintenant, moi aussi, en tant que citoyen, mais en tant qu'acteur politique de la majorité présidentielle, je demande à Alex Onatra de fixer l'opinion. Il y a une mission de service public ici qui nous intéresse
de très près, et donc on nous dise ce qui se passe. Il y a certainement il y a eu une grosse, des raisons valables, mais il y a des rumeurs. Il y a eu une grosse communication à la relance. Absolument. Il faut qu'il y ait aussi une grosse communication sur ce silence. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous sommes là pour inciter chaque responsable public à faire les choses comme il se doit. Je demande à la direction de l'ONATRA de faire son travail comme il faut ici, en informant l'opinion à temps. Okay. Donc, ah oui, pour Congo Airways, si vous permettez, c'est pas tout à fait exact ce que vous avez dit. C'est vrai que le prix correspond au trajet sur Djobour, mais l'objectif de lancer les vols de Congo Airways à moitié prix par rapport à la concurrence telle qu'elle faisait au premier vol a été atteint. Vous savez que le tarif est réduit de moitié par rapport au prix qui était sur le marché. Ça a été réduit, mais j'ai dit que ce n'est pas encore assez par rapport à ce qu'on connaît au niveau international. C'est ce que j'ai dit. Kinshasa, Lubumbashi. Non, il y a d'autres parties du monde. Kinshasa. Non, il y a d'autres parties du monde où les données commerciales et économiques font que les prix sont plus ou moins pareils. Là où vous avez une offre et une demande abondante, vous avez nécessairement un coût inférieur. Il ne faut pas comparer le marché de l'aviation civile aux États-Unis, où il y a une abondance de l'offre, avec ce que nous connaissons dans nos pays, mais les prix sont réduits de moitié. C'est l'objectif du gouvernement qui a été atteint. Merci Yves Kissombe d'être venu dans cette émission, militant du PPRD, le Parti du Peuple pour la reconstruction de la démocratie. Parti présidentiel ancien du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, député national. En horaire, ce débriefing qui se termine ici. J'étais en rose pour rendre un hommage à Octobre Rose, ce mois dédié à la lutte contre le cancer du sein dans le monde. Merci beaucoup d'avoir été nombreux à suivre ce débriefing de partout dans le monde.